Donc, pour cette conférence, je vais suivre deux temps sur les paradoxes du vieillir. Je commencerai par quelques remarques assez schématiques sur les principales représentations de cet âge dans nos sociétés, qu'on appelle la vieillesse. Et puis, parallèlement et dans un second temps, j'insisterai davantage sur les valeurs, effectivement, qui sont proposées à ces catégories d'âge et sur lesquelles il y a peut-être encore du travail à faire. Alors, je dirais d'abord que vieillir est une conquête, que c'est une victoire individuelle et collective, puisque c'est l'allongement de l'espérance de vie offert à une majorité d'individus. Mais cette conquête, pour laquelle nos ancêtres ont lutté depuis des millénaires et plus, eh bien, apparaît curieusement aujourd'hui comme problématique, ce qui doit les faire se retourner dans leur tombe. Alors, problématique sur le plan économique, compétitivité, productivité, ou sur celui de la protection sociale, dépenses de santé, retraite, etc. Donc, pourquoi une victoire est-elle perçue comme un problème? C'est un point sur lequel il faut s'intéresser. Alors déjà, je ne dirais qu'on ne sait pas définir, effectivement, je travaille sur le vieillissement parce qu'on ne sait pas définir la vieillesse. On ne sait pas. Sinon comme, et c'est assez imprécis, le dernier âge de la vie. Voilà. Il y a quelques siècles, la plupart de nos ancêtres ignoraient leur âge, ignoraient le nombre de leurs années. Il y avait un dicton qui disait « l'âge n'est fait que pour les chevaux ». Voilà. Donc, ils ignoraient le nombre de... Ça ne veut pas dire que la vie n'était pas scandée, mais ça n'était pas l'âge, pas l'âge chronologique. Et alors, quand est-ce qu'on était vieux? On était vieux quand on ne pouvait plus subvenir seul à ses besoins. C'est-à-dire que la fatigue du corps signait le retrait social de métiers qui étaient souvent très exigeants physiquement. Aujourd'hui, ces deux âges, physiologique et social, ne coïncident plus. On est socialement vieux de plus en plus jeune, quand on perd son travail, par exemple, qu'on n'est quinquagénaire, voilà, alors qu'on est physiologiquement vieux de plus en plus tard. On dira l'âge où les handicaps se généralisent, 85 ans, 80 ans, 90 ans, etc. Autrement dit, la vieillesse est devenue une succession de phases dont les frontières sont floues. Mais sur toutes ces phases pèse un regard ambivalent, voire négatif. Tout le monde veut vivre longtemps, mais personne ne veut vieillir, pourrait-on dire. Or, nous sommes tous pris dans l'impalpable filet du temps qui de toutes parts nous enveloppe. Voilà, ça c'est du Yankelevitch. On parle donc d'agisme, qui a un mot qui a la même construction que le mot racisme ou que le mot sexisme. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la représentation qu'une société a d'un des âges de la vie et le traitement qu'elle lui réserve. Nous sommes dans une société qui, culturellement, chante la jeunesse, mais qui, économiquement, fait des conditions de vie dures à ces jeunes. Nous sommes dans une société qui a un regard négatif sur la vieillesse, mais qui, économiquement, n'a jamais fait autant. Pas sûr que ça puisse durer, d'ailleurs. Voilà. Donc, vous voyez, pas de corrélation entre la représentation qu'on a d'un des âges de la vie et le traitement qu'on lui réserve. On pourrait voir ça dans d'autres sociétés de d'autres façons. Voilà. Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que, en dehors de la sphère familiale, il y a beaucoup moins de rencontres entre les différentes générations. Autrefois, la société séparait les sexes, école de filles, école de garçons. Les femmes
au boudoir, les hommes au fumoir. Enfin, je caricature, mais voilà. Aujourd'hui, on sépare davantage, effectivement, on sépare les générations en dehors de la sphère familiale. Et quand on ne se rencontre plus, ou quand on se rencontre moins, eh bien, vont abonder les idées reçues, les stéréotypes. Voilà. Donc, on est dans cette situation de personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont globalement, économiquement et socialement mieux protégées, mais avec un regard qui reste négatif et un risque grandissant de fossé entre elles et le reste de la société. Alors, je voudrais vous montrer que ces regards qui sont ambivalents et souvent négatifs sont différents suivant les phases. Si l'on prend les seniors, donc on est senior à partir du moment où statistiquement on a besoin de ce genre de lunettes. Statistiquement, c'est 47 ans. Voilà, ça veut pas dire grand-chose, ça veut même rien dire, mais bon, voilà. Les frontières d'âge sont souvent absurdes. Mais voilà, quand on a besoin de ces lunettes, donc l'âge va passer pour un privilège. Il faut dire que beaucoup de seniors sont bien portants, que beaucoup bénéficient d'une retraite qui leur permet de vivre aisément. Donc, ils sont vus comme des nantis, qu'on va plus ou moins chercher à culpabiliser ou avec lesquels on va être ironique. Voilà. Je vais vous montrer une image qui va l'illustrer. À l'inverse, dans le grand âge, les nantis ils ne sont plus des nantis et la vieillesse va faire figure de malédiction. Les vieux vont être porteurs de la décrépitude et de la finitude humaine et comme tels, ils vont faire peur. Les usurpateurs sont devenus des fardeaux et les nantis sont devenus des exclus. Et rejet, pitié, devoir de prise en charge vont composer un mélange trouble. Si l'on peut passer, voilà. Je vous ai mis deux couvertures de magazines. Premier magazine un peu pop, etc., Technic Art, qui avait fait ce numéro qui s'appelle Sexe, fric, jeunesse. Ils ont tout pris, qu'est-ce qui nous reste? Virer les vieux. Donc on emploie le terme vieux, mais si vous regardez bien les personnages, pas de rides, juste une petite mèche blanche là qui est censée, voilà. Hein, mais vous voyez, sexe, fric, jeunesse, ils nous ont tout pris. Vraiment, c'est l'image des nantis. Et là, c'est en 2003, quand il y a eu la canicule et qu'on a instauré en France une prestation spécifique autonomie, un journal gratuit, 20 minutes, tirait un coup de vieux. Mais coup, C-O-U-T, hein, pas C-O-U-P. Voilà, hein, donc voilà. Donc vous voyez, ça traduit de manière un peu schématique, mais effectivement, d'un préjugé à l'autre, hein, il n'y a pas continuité de ceux qui pèseraient un peu puis beaucoup, il y a rupture. Hein. Ils pèsent, mais de manière diamétralement opposée, les premiers du poids de leurs revenus qui en font des privilégiés, et les seconds du poids de leurs maladies qui en font des déshérités. Voilà. Aussi, il devient urgent de repenser les termes de l'échange entre les générations dans les sociétés occidentales, mais dans un contexte qui effectivement est relativement nouveau, pour lequel ce n'est pas la peine de dire revenons au modèle, etc. D'ailleurs, quand on regarde historiquement, s'il y avait autrefois cohabitation au sein des familles entre les générations, tous les travaux montrent que ça ne se passait pas toujours bien. D'accord? Loin de là. Alors, pour essayer de faire ce cheminement, je vais dans un premier temps garder la notion de phase, même si elles sont floues et même si je les remettrai tout à l'heure un peu en cause, mais pour considérer effectivement les figures qui composent aujourd'hui la vieillesse. Alors, je commencerai par le senior. Le terme senior, donc utilisé à partir de la cinquantaine, donc il est d'origine latine, il signifie plus âgé, hein, c'est la même racine d'ailleurs que sénateur, sénile, enfin, etc. Il se situe entre le junior et le vétéran. Il faut bien voir que le terme a été proposé par le marketing. C'est des agences de marketing qui ont cherché quel terme elles pourraient utiliser pour atteindre
ce qui était pour elle une nouvelle cible. Donc il y a eu des tas d'enquêtes à ce propos. Donc, nos sociétés proposent aux seniors une intégration sociale, mais au conditionnel. C'est « vous serez intégrés si vous continuez à porter les valeurs de la jeunesse, à savoir activité, dynamisme, etc. » Autrement dit, il faut rester jeune. Et dès les années 60, dans le premier rapport qui a fondé la politique sociale vieillesse en France, le rapport Larocque, on ne parlait pas de seniors, on parlait de troisième âge, mais l'idée était la même. On disait la France veut, on pourrait dire l'Andorre, enfin voilà, mais la France veut, malgré son grand nombre de personnes âgées, elle veut être le pays le plus jeune d'Europe. Les vieux doivent y rester jeunes. C'est pas mal, hein? Une injonction, voilà. Hein. Donc il y avait aussi, alors sur le plan individuel, vous êtes moins vieux que vous ne le pensez, etc. Si on avait le temps pour regarder notamment l'influence de l'existentialisme et notamment des travaux de Simone de Beauvoir sur cette approche. Alors aujourd'hui, bon nombre de seniors qui se retrouvent exclus du marché de l'emploi du fait de leur âge s'affirment comme encore actifs et continuent à vouloir utiliser leurs compétences. Notamment, ils ont une exigence de reconnaissance de leur utilité sociale et des associations aux objectifs variés ont fleuri, aide aux jeunes porteurs de création d'entreprises, accompagnement du premier emploi, soutien scolaire dans le domaine sportif, etc. L'évolution est intéressante et selon moi, elle est positive. Alors que le terme « troisième âge » se réduisait à une assimilation à la jeunesse, la figure du senior a je dirais à son contraire, le senior, le junior. Donc si on pose une différence, ça veut dire qu'il y a un échange, qu'il y a une réciprocité. On introduit une altérité et donc une possibilité d'échange et de symbolisation. Et le senior, effectivement, peut déployer, je dirais, dans le domaine du mentorat, il peut être aussi le tuteur, le guide. Il y a là une piste à creuser qui est féconde. Chronologiquement, la figure de l'ancien succède à celle du senior. Ne me demandez pas de fixer un âge précis, parce que si un individu de 50 ans peut difficilement se qualifier d'ancien, un de 70 ans peut se reconnaître à la fois dans l'image du senior, à la fois dans celle de l'ancien, etc. Cette figure, alors pourquoi ce terme et pourquoi cette figure? Elle provient des tentatives qui, dès les années 70, ont cherché à moduler et à élargir le modèle d'intégration en disant quand même cette injonction à rester jeune, les vieux doivent rester jeunes, etc., ça colle pas, quoi. Enfin, voilà. Et donc, il y a eu de nouveaux travaux et un autre rapport, paru notamment en 1981, à la demande du gouvernement, qui s'appelle « Vieillir demain ». Et là, on va substituer d'autres valeurs, ça ne va plus être les valeurs attachées à la jeunesse, ça va être, au contraire, les valeurs de l'expérience, les valeurs de la sagesse. Voilà. Pour ceux qui, effectivement, malgré tous leurs efforts, n'arriveraient pas à rester jeunes, entre guillemets. Il faut dire qu'en France, à ce moment-là, il y avait de grosses inquiétudes sur le devenir des retraites et donc sur un conflit entre les générations sur cette question de partage des revenus. Donc, on cherchait à faire la part belle à l'échange et en reprenant notamment ce thème de l'expérience et de la sagesse. Je vous lis une ou deux citations. « Des sages sont parmi nous, ils portent sur le monde un regard éprouvé et serein, ils ont quelque chose à nous dire. Les personnes âgées sont détentrices d'une expérience, de savoir, d'une sagesse désormais reconnue. Moins à charge, donc moins en marge, le cycle infernal s'est retourné. » Enfin, c'est très, très poétique comme langage. C'est un rapport, oui, il est très beau à lire. Alors, ce modèle-là a été repris notamment en 1993 et aussi en 2002 dans le cadre des années européennes consacrées à la solidarité entre les générations. Puisque, effectivement, au niveau de l'Europe, pour dire nous n'avons pas seulement des échanges économiques, nous partageons des valeurs communes. Donc chaque année, il y a une année à thème qui est retenue
et où on cherche effectivement à développer un consensus culturel autour de certaines valeurs. Et il se trouve qu'il y a eu 2 années où on n'a pas retenu une année de la vieillesse, alors qu'il y avait eu l'année de l'enfance, on a retenu solidarité entre les générations. Je pourrais vous dire pourquoi, mais enfin c'était ce modèle-là. Et alors, les opérations intergénérationnelles, je pense qu'elles ne sont pas se passer aussi en Andorre, ont fleuri, je vais dire, on les a comptées par milliers, ces manifestations. C'est des manifestations où, constatant qu'effectivement, nous sommes dans une société qui sépare les âges, eh bien, on a été amené à organiser dans des communes, des rencontres artificielles, momentanées, et qui pourtant fonctionnent. Dans le cadre de la Fondation de France, j'en ai suivi des dizaines. Et donc le terme ancien a fait florès, effectivement, notamment dans la presse communale, où on évoquait le sage auprès duquel les jeunes viennent chercher conseil. Les enfants écoutent nos anciens leur parler d'autrefois. Voilà une phrase qu'on a retrouvée à de multiples exemplaires. Il s'agit toujours d'une intégration au conditionnel. Simplement, ça n'est pas si vous restez jeune, c'est devenu si vous devenez sage. Voilà. Mais, comme pour le senior, ça n'est pas inintéressant. D'ailleurs, ces opérations intergénération fonctionnent relativement bien, franchement, et ça produit des effets à long terme. Il y a plusieurs études là-dessus. Parce qu'une symbolisation, là aussi, est possible. Au terme d'ancien s'oppose le terme de nouveau. Et donc l'ancien, dans ce moment charnière où nous sommes dans une accélération de l'histoire, où notre environnement technique vieillit plus vite que nous, quand je vais voir ça avec mes étudiants qui ont 20 ans, ils ont eu des consoles de jeux, et s'ils proposaient les consoles de jeux qu'ils avaient quand ils avaient 10 ans à leur petit cousin ou à leur petit frère, le petit cousin ou petit frère dirait « ta console de jeu musée » quand tu avais 10 ans, d'accord ? Autrement dit, ils ont 20 ans, ils peuvent déjà dire de mon temps les consoles de jeu. Vous voyez, donc notre environnement technique vieillit plus vite que nous. Voilà. Et dans ce moment charnière, donc l'ancien est témoin. Il peut dire j'ai vécu cela, mon père m'a raconté cela, mon grand-père m'a raconté cela, et il est le seul, l'ancien, à pouvoir faire le lien charnel entre la mémoire et l'histoire. On pourrait partir des travaux de Pierre Nora, qui montrent comment on passe effectivement d'une société de mémoire à une société d'histoire, avec toutes les incidences que cela a. Et effectivement, pour avoir suivi beaucoup, pour avoir accompagné beaucoup de retraités dans différentes écoles, cette notion de témoignage et de faire un lien charnel entre la mémoire et l'histoire, vraiment, ça fonctionne. Sinon, tout est immédiat. Vous avez des enfants qui vous demandent « mais quel âge avait mon grand-père au moment de la guerre de 100 ans ?» Voilà. Alors que s'il y a quelqu'un qui dit 40, 14, 70, etc., donner une profondeur, à ce moment-là, il y a des choses... Et seul... l'instituteur ne peut pas faire ce lien charnel. Alors là, pour le senior, pour l'ancien, vous voyez, on est dans des modèles qui reposent sur des critères essentiellement sociaux. Donc le positif domine. Mais si on continue à avancer dans les phases, eh bien la figure suivante qui va venir, ça va être celle du vieux dépendant. On change de registre, et on va passer du registre du social au registre du médical. Et là, la tentation est grande, et il faut y réfléchir, de faire de la vieillesse une maladie et de considérer que c'est les médecins qui doivent s'en occuper. Médecins qui dénoncent même de plus en plus cette dérive. Je citerai comme exemple un ouvrage qui est paru cette année d'un gériatre, Olivier Saint-Jean, qui s'appelle « Alzheimer, le grand leurre », et où il pose la question suivante. Et si le succès de la maladie d'Alzheimer était surtout la dérive d'une évolution qui a transformé la vieillesse en pathologie? Et si une maladie pouvait être une construction sociale bien davantage qu'un objet scientifique? Et dit-il d'ailleurs, il ne faut pas s'étonner qu'on ne trouve pas de médicaments. Parce que est-ce que c'est vraiment une pathologie? Vous voyez, de plus en plus. Alors, bon, il y a eu beaucoup de travaux, évidemment, aux États-Unis qui le reprend, mais c'est très intéressant de poser cette interrogation. Et je pourrais aussi citer la déclaration des gérontologues
et gériatres qui, réunis à Liège en 2014, ont émis des recommandations pour faire reconnaître les droits de tous à garder une utilité sociale en évitant justement une pathologisation excessive. C'est intéressant que ces initiatives viennent donc de spécialistes, de médecins. Donc c'est d'autant plus intéressant que force est de constater que pendant très longtemps, dans le champ de la gérontologie, on a considéré le vieillissement comme un processus linéaire qui se caractérisait par des pertes et des déficits qui s'accumulaient. Et le concept de dépendance s'est imposé, qui a été défini de manière restrictive, voire humiliante, comme l'impossibilité pour un individu d'accomplir seul les actes de la vie quotidienne. Restrictive parce qu'on englobe de multiples registres de dépendance que Jean-Jacques Rousseau avait pourtant déjà bien distingués. Par exemple, la dépendance aux choses, qui est du registre de la nécessité. Je suis dépendante de mes lunettes pour lire, voilà, dépendante de ce micro pour que vous m'entendiez, voilà, ça c'est la dépendance aux choses. C'est le registre de la nécessité, mais qui n'est pas du tout la même chose que la dépendance aux autres, où, dit Jean-Jacques Rousseau, le risque de soumission et de perte de liberté est grand. Donc restrictive et humiliante, parce que, ainsi envisagée, la dépendance réduit les individus à la seule dimension d'une nécessité d'aide et qu'elle conduit, sur le plan de la politique sociale, à une approche que moi j'ai qualifiée de gestion des corps usés. Combien sont-ils? Dans quel état sont-ils? Qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? Combien ça coûte? Où on trouve les sous? On vous a dit que j'avais fait partie du comité scientifique de la commission, effectivement, qui récolte l'argent et que le distribue. C'est exactement la démarche. Voilà, gestion des corps usés. Donc, quand la vieillesse se décline seulement en termes de perte, elle devient une maladie sociale. Et j'aime bien dire, d'une image un peu facile, que nous nous ruinons, sur le plan économique, à ne voir dans la vieillesse que le temps de la ruine. Voilà. Donc, quelle valeur? Il y a eu des tentatives pour essayer de contrebalancer ce discours au cours de la dernière décennie. On a mis, par exemple, l'accent sur l'importance économique des plus âgés, ce que l'on a appelé la silver economy. Mais non, ils ne font pas que coûter de l'argent, ils en rapportent, ne serait-ce que par les services auxquels ils ont recours. Mais il ne faut pas oublier que dans l'économie marchande, ce qui s'échange d'abord, ce sont des biens, ce n'est pas du lien. Voilà, on est dans une logique économique et il faut, comme pour le senior et comme pour l'ancien, passer dans une dimension symbolique. Voilà. Donc, là aussi, on s'est dit qu'il fallait essayer de freiner cette curieuse perspective de la gérontologie qui était censée soutenir une classe d'âge et qui, en fait, l'a noyée sous les concepts dévalorisants, et qu'il fallait essayer d'en sortir de ces termes de perte, dépendance, incapacité, etc., etc. Donc il y a eu des travaux aussi, beaucoup venus des États-Unis, mais aussi d'Allemagne, etc., qui ont été centrés sur ce que l'on a appelé le bien vieillir, ou alors le vieillissement réussi. Alors au niveau des termes, on en a des quantités, vieillissement usuel, vieillissement actif, vieillissement en bonne santé, enfin chaque recherche, on en a pléthore. Alors sur le plan sémantique, c'est des termes souvent traduits de l'anglais, et c'est pas top, parce que qui dit bien vieillir sous-entend mal vieillir. Qui dit vieillissement réussi sous-entend vieillissement raté. Autrement dit, soyez du bon côté. Voyez, sur le plan sémantique, c'est pas exactement. On pourrait faire mieux. En anglais, vieillissement réussi, par exemple, c'est successful aging. C'est pas exactement. La traduction n'est pas idéale non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on abandonne la notion de phase pour passer à la notion de processus. Et un processus de développement et non pas une programmation inéluctable d'une involution biologiquement déterminée. On passe de modèles centrés sur le déficit à des modèles caractérisés par une plus grande hétérogénéité,
Olivier Galland tout à l'heure parlait d'individualisation, eh bien effectivement on va tenir davantage compte des itinéraires et des différences et pas ramasser tout le monde sous le seul contenu de son âge. Donc on va voir le vieillissement comme un processus évolutif hétérogène. On ne va pas nier effectivement le fait qu'il y ait des ruptures. Je préfère le terme rupture à celui de perte, qui me paraît assez inadéquat. Mais le déclin n'est plus la seule voie ouverte. On va travailler, l'organisme peut récupérer, s'adapter, développer un certain nombre de ses facultés grâce à une plasticité persistante et des ressources qui demeurent utilisables. On introduit une dynamique. Pour travailler beaucoup à Créteil, on a une importante fac de médecine, et pour avoir beaucoup travaillé avec des étudiants en médecine, c'est une piste très prometteuse pour eux, sur laquelle on travaille beaucoup, parce qu'une grande part de leur clientèle, effectivement, va être constituée de gens âgés, et leur montrer effectivement qu'une dynamique est possible. Voilà. Donc, il faut se méfier, comme je vous le disais, alors il ne faut pas trop schématiser une réalité fonctionnelle qui est complexe. Il faut se méfier dans le champ du vieillissement du ou bien ou bien. Par exemple, se demander, est-ce qu'on change en vieillissant ou est-ce qu'on vieillit comme on a vécu? Ce n'est pas une bonne formulation. Il vaut mieux se demander comment, au cours de l'avancée en âge, se conjugue pour chaque individu, changement et continuité. Il faut vraiment préférer la notion de processus, scandé par des événements, à celle de stade. Et c'est ce que décrivent notamment les personnes qui sont concernées. Si j'employais une image, je pourrais dire, alors là, je suis venue en avion, mais admettons que je sois venue de Paris en Andorre en voiture. À quel moment j'aurais été dans le sud-ouest? À quel moment j'aurais été dans le sud? Est-ce que c'est quand je passe une frontière? Ou est-ce que c'est quand la lumière change? Quand les toits, la pente des toits change aussi? Quand la lumière n'est plus tout à fait la même? Vous voyez, il y a cette notion de processus, effectivement, où, et c'est la même chose pour le vieillissement. On vieillit au jour le jour dans un processus avec effectivement des événements qui peuvent scander certaines étapes, mais il y a des récupérations, des retours en arrière, il y a une très grande plasticité et il y a un jeu à mener avec effectivement les différentes perceptions du temps que l'on a qui permettent de sortir effectivement de ce cheminement unique et scandé par le négatif. Alors effectivement, une autre des pistes actuelles qui me paraît prometteuse, c'est de donner davantage la parole à ceux qui sont directement concernés, ceux qui vieillissent, ceux qui se reconnaissent vieux. Puisque le vieillissement ne se laisse pas aisément cerner, puisqu'il y a autant de façons de vieillir qu'il y a d'individus, c'est bien au témoignage qu'il faut avoir recours pour arriver à avoir une meilleure compréhension de ces phénomènes. Chaque homme porte en lui l'enfant qu'il a été et le vieillard qu'il sera un jour. Mais autant il est facile de dialoguer avec l'enfant que l'on a été, autant il est difficile de dialoguer avec le vieillard que l'on espère devenir. Voilà. Parce que de ce vieillard, on sait fort peu de choses. Je pense à Edgar Morin, que j'interviewais un jour, et qui me disait qu'une de ses maximes de vie, il en a plusieurs, était de faire vivre à chacun de ses âges le meilleur de tous ses âges. Quand je l'ai rencontré, il avait 70 ans, il en a aujourd'hui 96, mais il disait, voilà, à 70 ans, je cherche à faire vivre en moi encore le meilleur du petit Edgar que j'ai été enfant, le meilleur du jeune homme, le meilleur du chercheur, etc. Et déjà le meilleur du vieillard que j'espère devenir. Je l'avais interviewé à propos, quand il avait écrit la biographie de son père, Vidal et les siens. Voilà. Où il montrait d'ailleurs aussi dans ce livre qu'il ne fallait jamais materner. Il parlait de son père, mais peu importe le sexe, il ne fallait jamais materner ses parents. On ne retombe pas en enfance en vieillissant. C'est un cliché, c'est une erreur. Donc quand les individus parlent de leur vieillissement, on note des thèmes communs. Surprise du vieillir. Surprise du vieillir.
Voilà. Même si on ne sait que ça va venir, surprise du vieillir, on pourrait en parler longuement. Métamorphose du corps, regard des autres, méditation sur le temps, méditation sur la mort, relecture de vie. Mais on note aussi une très grande diversité d'approches, puisqu'une histoire de vie est productrice des plus extrêmes spécificités et singularités. Donc, dans cette perspective, on ne va plus chercher à expliquer la vieillesse, c'est ceux qui la vivent qui vont chercher à la comprendre. Et pour travailler beaucoup avec des professionnels du champ de la gérontologie, j'essaye toujours de leur dire, c'est bien d'écouter les experts et les spécialistes, mais c'est bien aussi d'écouter les gens que vous accompagnez. Il faut écouter par rapport au « ils sont vieux », mettre en face le « je suis vieux » ou le « je vieillis ». Et comment se rencontrent les deux, et ce n'est pas toujours aussi évident. On revient à la notion d'individualisation dont Olivier Galland a parlé. Donc la symbolisation de la vieillesse, effectivement, ça demande de s'interroger sur le terme « vieux ». Alors il a la particularité dans la langue française de pouvoir être utilisé comme substantif, le vieux, comme adjectif, le vieil homme, ou comme adverbe, faire vieux. Et c'est quand il est substantif qu'il est le plus délicat à manier, surtout au singulier. Comme d'ailleurs, je pense qu'Olivier Galland serait d'accord, le terme jeune, le jeune, enfin, etc. Enfin bon, c'est toutes les dénonciations, tout aussi réducteurs. C'est comme adjectif qu'il est certainement le plus intéressant, car on peut lui en accoler d'autres. Et le mot vieux, il est intéressant parce qu'il amène le mot jeune et que là aussi, il y a une symbolisation qui est tout à fait possible. Alors que le terme personne âgée, je pense que si ça a eu autant de succès, c'est parce que c'est un mot qui littéralement n'a pas de contraire. Personne âgée, personne qui a un âge. Voilà. Donc, dans cette prise de parole, il y a bien sûr des paroles individuelles, des autobiographies, qui sont autant de relectures de vie. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur les autobiographies et sur les autoportraits. Comment des individus ont raconté leur avancée en âge tout au long de leur vie, ou comment des peintres se sont représentés à différents âges. Ça a été un de mes thèmes de recherche. Mais je retiendrai ici l'exemple d'une parole collective, parce qu'il faut aussi voir son intérêt. Et je retiens celle d'une association qui s'appelle Hold Up, Hold, O-L-D, un petit up, debout, les vieux debout. Et la mobilisation de cette association, ça a pour objectif de réfléchir ensemble à ce qu'implique le vieillissement. Comment donner sens à l'avancée en âge? Comment garder une utilité sociale? Donc, sans nier les fragilités, l'association souhaite mettre l'accent sur les découvertes que permet la vieillesse. Et actuellement, par exemple, il y a un groupe de nonagénaires qui échangent et qui produisent des textes sur leur vécu individuel, familial, social. C'est un travail de pionnier, pas de modèle, ils disent on va le construire. Et d'ailleurs, ils invitent, Olivier Galland aussi parlait tout à l'heure du renouvellement générationnel, les générations qui les suivent à entrer dans le mouvement. Alors je signale quand même que c'est un certain milieu social, voilà, notamment dans le groupe des nonagénaires. C'est une nonagénaire, une ancienne universitaires qui animent le groupe. Ils sont plusieurs à faire les comptes rendus, les textes, etc. Mais ils sont entre eux. Voilà. Ils ne sont pas chapeautés par un animateur plus jeune qui dirait ceci, qui dirait cela. Voilà, c'est entre nous. On essaye de réfléchir et ils disent que le fait d'être entre eux, entre pairs, PAIRS d'âge, leur permet effectivement, leur donne une liberté de parole qu'ils n'auraient peut-être pas autrement. Alors j'ai dit figure du guide, figure du témoin, et pour les plus vieux, quelle figure on peut retenir? Quelle différence on va prendre en compte? Eh bien, je crois que la différence à prendre en compte, elle est attachée, et je l'ai souvent vu donc, dans cet accompagnement de relations intergénérationnelles, sur l'expérience que l'on a à différents âges du vécu du temps et des différents temps de la vie. Et je dirais que ce qui s'échange fondamentalement entre jeunes et vieux, et c'est fondamental, c'est l'inscription dans le temps. Je vais essayer de l'illustrer. Ça se passait à Saint-Étienne.
C'était une institutrice qui s'était mise d'accord avec une directrice de maison de retraite pour organiser une rencontre entre des enfants qui avaient 6 ans et puis des gens qui étaient dans la maison de retraite qui avaient plus, pour la plupart, 80 ans, etc. Et l'institutrice avait fait dessiner des cœurs. Chaque enfant avait dessiné un cœur, avait colorié son cœur et avait découpé son cœur. Voyez, et on avait envoyé une moitié des cœurs à la maison de retraite et chaque enfant avait gardé sa moitié. C'est vraiment typiquement le symbole. Et le jour de la rencontre, au lieu que ça soit une rencontre anonyme entre un groupe d'enfants et un groupe de résidents dans une institution, eh bien, chacun cherchait sa chacune. Les enfants cherchaient « Ah non, c'est pas toi », voilà, on allait de l'un à l'autre, etc. Et dans cette résidence, il y avait une centenaire. Une seule. Et à un moment, je vois un petit garçon, mais vraiment royal, qui s'écrie « C'est moi qui l'ai ». Voilà, hein, la preuve, les cœurs, etc., c'est moi, voilà, pour moi. Et son petit copain à côté, mais pas content, mais qui dit « Mais pourquoi la mienne ?» Ça venait de se faire, hein, mais c'était déjà la mienne. « Mais pourquoi la mienne? Elle a que 96 ans. » Voilà. Il était furieux. Voilà, il y en a un. Voilà. Et pour moi, ça a été lumineux. Ils avaient 6 ans. Je vous ai dit, chacun garde en lui l'enfant qu'il a été. Souvenez-vous quand vous aviez 6 ans. Il faut toujours dialoguer avec l'enfant que l'on a été. Il faut toujours le garder. Quand vous aviez 6 ans, vous vous disiez peut-être, moi je m'en souviens très bien, un jour j'aurai 10 ans. Ça paraissait loin, vous êtes d'accord? 2 chiffres. Mais là, 3 chiffres, vous vous rendez compte? Elle lui donne l'éternité. Symboliquement. Et l'autre à côté, il a raison, symboliquement, la sienne. 4 ans de différence, vous allez dire, oui, mais elle n'a que 2 chiffres. Ah, c'est pas la même chose au niveau de l'inscription dans le temps. Vous voyez? Donc ça, c'est d'une certaine façon, donc on a l'habitude, quand j'ai parlé du témoin, j'ai dit, l'ancien, effectivement, fait un lien charnel entre la mémoire et l'histoire. Et donc là, on est tourné vers la dimension du passé, vers cet ancrage qui est très important. Toujours pareil, hein, dans une période d'immédiateté et de trouble de vécu du temps. Hein. On pense à Alice, vous connaissez Alice et Pays des Merveilles, quand elle prend le thé chez le chapelier. Vous ne connaissez pas? J'aime beaucoup. Alice prend le thé chez le chapelier et elle s'étonne parce qu'il tourne autour de la table, le chapelier, le lièvre de Mars, le Loir, tout le monde tourne et c'est toujours l'heure du thé. Et elle demande, mais pourquoi est-ce que c'est toujours l'heure du thé? Et le chapelier lui explique qu'un jour, en faisant de la musique, il a mal battu le temps et que le temps s'est fâché et que depuis, c'est toujours l'heure du thé. Ben, je trouve que c'est une bonne métaphore de ce que nous vivons. Nous sommes toujours dans ce temps où il faut rester à jamais jeune, dynamique, etc., etc. Mais le temps s'est fâché. Enfin, le temps, voilà. Donc, je ne sais plus où j'en étais avec mon histoire d'Alice. Oui, donc j'avais montré cette dimension de la mémoire. Voilà. Mais c'est le vieux qui donne l'avenir aux jeunes, parce qu'il lui prouve que la vie peut être longue, et c'est quelque chose de fondamental. Donc si vous avez l'occasion de faire rencontrer à vos pitchouns au moins un ou une centenaire, qui en général sont assez vifs, hein, en plus, hein, quand on arrive à 100 ans, souvent on se porte bien, parce qu'on fait partie des champions, hein, des oldest to old, enfin, voilà. Et vous verrez à quel point c'est une expérience marquante. Mais, donc passé, avenir, mais il y a réciprocité. Le jeune donne l'avenir au vieux, puisqu'il le continuera. Voilà, ce qui est une façon de lui ouvrir l'avenir. Mais le jeune donne aussi le passé au plus vieux. Par exemple, quand moi, j'ai en face de moi des étudiants qui ont 20 ans, je me dis « Ah, mais moi aussi, un jour, j'ai eu 20 ans. » D'accord? Ils me donnent aussi la dimension du passé. Donc, ce qui s'échange profondément, hein, à ce moment-là, je crois, c'est l'inscription dans le temps. Et ça me paraît effectivement, au niveau du vécu du temps, on pourra en rediscuter, une valeur tout à fait fondamentale. Donc je terminerai en disant que, effectivement, les vieux sont passeurs. Alors plutôt que d'être dans une succession, hein, mentor ou guide, puis témoin, puis passeur, je crois, c'est la figure aussi de, si vous connaissez le film Harold et Maude, hein, Maude est une superbe figure de passeur, eh bien, je crois qu'on peut conjuguer effectivement les différentes figures.
Voilà, hein. Par exemple, sur le rôle de grand-parent, moi je me prépare, je vais être grand-mère dans quelques mois. J'ai bien l'intention d'être guide, voilà, comment poussent les fleurs, regarder les fleurs, etc. J'ai bien l'intention d'être témoin, de raconter des histoires, de donner une profondeur du temps, hein, on en a parlé beaucoup. Mais j'ai bien l'intention aussi, alors bon, je ne suis pas encore centenaire, hein, je ne vais pas tricher, mais quand même, j'ai bien l'intention de dire « Ah oui, je suis vieille, ouh là 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 là, tout ce que j'ai vécu, les années que j'ai empilées, tout ça, tout ça, tout ça », pour donner le sentiment que oui, la vie est longue et essayer de donner donc un ancrage dans le temps. Voilà, je vous remercie.